Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer cette deuxième session de formation en ligne organisée par Victron Énergie. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de bilan de puissance et de choix des convertisseurs. Et donc, on sera encore deux conférenciers, donc moi-même, Yuan Le Foll, qui suis Sales Manager chez Victron Energy pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, et Anko van Berwijk, qui est lui ingénieur support pour Victron en Afrique de l'Ouest. Donc, on va d'abord commencer par un bref rappel sur la première session, histoire de pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas pu y participer de suivre aujourd'hui sans problème. Ensuite, on fera un petit rappel sur les grandeurs et les formules importantes en électricité pour pouvoir justement mieux appréhender les sujets qu'on va voir dans la suite des formations. Ensuite, on parlera d'efficacité énergétique. On verra que qu'il faut d'abord privilégier les mesures d'efficacité énergétique avant de penser à un projet solaire. Enfin, on verra comment faire un bilan de puissance. On donnera quelques conseils et puis je vous montrerai comment le faire sur Excel. Et pour conclure, on parlera du choix du convertisseur et des différentes technologies de convertisseur et comment choisir sa puissance et sa tension. Donc tout d'abord, qui on est. Donc Victron Energy, c'est un fabricant et un développeur de produits spécialisés dans les systèmes d'énergie avec batterie. Donc notre gamme inclut notamment des convertisseurs chargeurs, des régulateurs de charge, des chargeurs, des convertisseurs DC-DC, des batteries et des systèmes de monitoring, des appareils de monitoring à distance. Donc vous avez quelques illustrations sur cette page. On est une société hollandaise, on existe depuis plus de 45 ans. Victron Energy a été fondée en 1975 et initialement ou historiquement, nos produits étaient destinés aux applications marines. Depuis, on a largement diversifié les marchés sur lesquels on opère et notamment aujourd'hui, notre activité la plus importante, c'est celle du marché solaire et notamment du solaire hybride ou solaire hors réseau. Donc, l'un des avantages de travailler avec Victron Energy, c'est de pouvoir bénéficier de la qualité de nos produits et de notre savoir-faire. Comme je le disais, on a plus de 45 d'expérience dans le marché, plus de 45 ans d'expérience sur le marché. Notre technologie est largement éprouvée. On a plusieurs milliers de références de par le monde. Tous nos produits électroniques ont une garantie de 5 ans qui, si vous le souhaitez, peut être étendue à 10 ans. Et bien sûr, on dispose de très nombreuses certifications et même des plus exigeantes, ce qui vous assure de la fiabilité de nos produits. Donc, vous avez, comme je le disais la semaine dernière, sur cette photo, un exemple de convertisseur qui a tenu et fonctionné plus de 30 ans. Un autre point important pour Victron Energy, c'est que vraiment la recherche et le développement est la clé de notre succès. On essaye vraiment de toujours innover en améliorant la gamme de produits existantes et en fournissant et en offrant de nouveaux produits, toujours en partant des demandes du marché et des installateurs pour pouvoir vraiment offrir les produits les plus adaptés à leurs besoins. Donc voilà, chaque année, on propose des nouveautés. Il faut savoir que tout ce processus est interne à Victron. Toute notre R&D est internalisée. Et d'ailleurs, comme le suggère la photo, nous avons aussi tous les moyens de pouvoir développer et tester nos produits. Comme vous le voyez, ici, ce qu'on voit, c'est une cage de Faraday qui permet d'évaluer l'interférence électromagnétique des produits. Quelque chose d'important aussi, c'est que notre offre permet de travailler sur de nombreuses applications de toute puissance, puisque on peut faire avec des produits Victron Energy des systèmes très simples d'essai allant de 50 watts jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées de type mini-réseau hybride jusqu'à 200 kW. Donc, entre les deux, toutes les solutions, nos solutions couvrent l'ensemble des systèmes que vous pourriez vouloir réaliser.
Un autre point, et j'ai quasiment fini sur le rappel, c'est qu'on essaye d'offrir un très bon rapport qualité-prix, donc avec, comme je le disais, des produits qui sont garantis 5 ans, mais tout en essayant d'être compétitif, notamment vis-à-vis d'autres marques de qualité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille dès la recherche et le développement des produits. Et ce qui nous permet aussi d'atteindre aussi d'objectifs, c'est que nos volumes sont croissants chaque année. Hein. On a des très bons résultats commerciaux, donc ce qui nous permet de diminuer peut-être petit à petit les prix de nos produits et d'avoir une offre particulièrement compétitive. Sur l'Afrique en particulier, et je finirai par ça, c'est un continent qui est très important pour nous. Hein. C'est une part de marché vraiment élevée. Donc, on a des distributeurs agréés qui couvrent plus de 25 pays, ce qui vous permet d'avoir accès à nos produits localement, avec du stock disponible localement. On essaye de faire de nombreuses formations pour pouvoir justement former les techniciens et les installateurs à nos produits. Généralement, ces formations ont lieu tous les 2 à 3 mois, notamment en Afrique de l'Ouest. Je crois que l'année dernière, on a formé plus de 300 personnes sur la région. Donc, bon, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais j'espère que très bientôt, on va pouvoir relancer ces événements. Et donc, voilà, on essaie vraiment d'avoir une empreinte très locale au travers de sociétés locales qui vont faire du stock et revendre nos produits tout en apportant un support technique, pardon, et un service après-vente. Si vous avez un problème avec un produit, vous pouvez vous rendre chez votre distributeur agréé et il va justement s'occuper de vous sans avoir à nous contacter directement en Europe, etc. Donc voilà. Pour le rappel de la semaine dernière, évidemment, la présentation de la semaine dernière était beaucoup plus détaillée et donc je vous invite à la reprendre et voir les différents détails de la présentation de la semaine passée. Pour commencer plus précisément sur aujourd'hui, sur le thème d'aujourd'hui, je vais d'abord donner quelques rappels sur les grandeurs et les formules importantes qu'on utilise dans l'énergie solaire et dans l'électricité en général. Ça me permet, pour nombre d'entre vous, c'est des choses qui sont bien connues, mais peut-être pour certains, c'est intéressant d'avoir un rappel. Et du coup, ça nous permet, nous, d'être sûrs que tout le monde a en tête ces formules importantes pour la suite de la formation. Donc, tout d'abord, des notions sur la puissance et l'énergie. Hein. Donc, quand on parle de puissance, on parle de la puissance électrique nécessaire au fonctionnement d'une charge, d'un récepteur. Donc, cette puissance se donne en watts. Et donc, si on multiplie la puissance d'un appareil par sa durée de fonctionnement en heures, on obtient l'énergie consommée. Et donc là, l'énergie, elle est définie en wattheures. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une ampoule, disons, un peu ancienne, une ampoule incandescente de 60 watts, si on la fait fonctionner 3 heures, eh ben, on a une puissance de 60 watts multipliée par 3 heures, ce qui nous donne une énergie consommée de 180 watts. Une ampoule LED de 10 watts qui aurait probablement la même luminosité que l'ampoule incandescente de 60 watts, si on la fait fonctionner 18 heures, on a une énergie consommée aussi de 180 watts. Donc là, c'est un petit peu pour illustrer l'intérêt d'avoir de l'éclairage efficace. Hein. On voit que dans les deux cas, l'énergie consommée est la même, alors que pour le premier, on avait seulement fait fonctionner l'ampoule 3 heures, alors que dans le second cas, elle a pu tourner 18 heures. Et enfin, le dernier cas, juste pour vraiment montrer une échelle différente, si on fait tourner un climatiseur de 1800 watts pendant seulement 6 minutes, alors on a aussi une consommation de 180 watts. Donc voilà, des grandeurs importantes, puissance et énergie à ne pas consommer, confondre. On peut la consommer, mais il ne faut pas la confondre. Donc, bien faire la différence entre les watts pour la puissance et l'énergie en wattheures. Évidemment, d'autres grandeurs importantes, c'est l'intensité.
d'un courant qui est donné en ampères et la tension d'un courant qui est donné en volts. Alors c'est pas toujours simple disons, de se rendre compte de ce que veulent dire ou ces grandeurs, d'apprécier ce qu'elles représentent. Un moyen simple de mieux comprendre, c'est de faire une comparaison ou une analogie avec un cours d'eau ou de l'eau. Donc, vous voyez là un petit peu cette illustration un peu simplifiée où on voit, dans le premier cas, on a un fort flux d'eau, un débit d'eau assez important, mais on voit que la pression de l'eau est faible. Et ben, on peut comparer ça à un courant qui serait élevé, mais une tension qui serait faible. Donc, le débit de l'eau étant comparé au courant et la tension étant comparée, et la pression de l'eau est comparée à la tension électrique. Dans le deuxième cas, on a justement un débit d'eau qui est très faible, hein, mais une pression qui est très élevée. Et donc ça, on peut comparer ça à un courant électrique faible, mais à une forte tension. Et dans le dernier cas, on a un débit important et une pression importante. Donc, comme vous l'avez compris, on peut comparer ça à un courant élevé et une tension élevée. Donc, ces grandeurs d'intensité et de tension sont très importantes puisqu'elles vont régir beaucoup de choses dans le dimensionnement des systèmes d'énergie solaire. D'autres grandeurs importantes ou une relation importante, c'est la relation entre puissance, intensité et tension. Donc là, les formules sont assez simples. Donc, en courant continu, c'est très simple, hein, la puissance en watts est égale à la tension fois l'intensité. Alors qu'en courant alternatif, on peut avoir un déphasage qui est créé par exemple par la bobine d'un moteur qui serait le récepteur. Et donc là, on a une formule un peu plus compliquée où on a la puissance qui est égale à la tension fois l'intensité fois le cosinus de l'angle de déphasage lié au potentiel et lié au récepteur. Donc pour pas mal de formules et de choses qu'on va voir dans le dimensionnement de l'énergie sur l'énergie solaire, on va surtout utiliser notamment la première formule en courant continu où on a la puissance qui est égale à la tension fois l'intensité. Donc si c'était une formule qui n'était pas claire ou qui avait été un peu oubliée par vous, n'hésitez pas à vous la remémorer parce qu'on va beaucoup l'utiliser. Voilà, donc avant de parler de bilan de puissance et de dimensionnement de projets solaires, je voulais d'abord souligner l'importance de l'efficacité énergétique dans votre projet. Et donc, on va en parler pendant quelques minutes. Avant de commencer un projet solaire, il est toujours important d'avoir une discussion avec le client final sur l'utilisation de l'énergie que ce soit à la maison ou au bureau ou dans une usine. Et donc, il faut essayer de privilégier les mesures de sobriété et d'efficacité énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sobriété? C'est le fait de prioriser les besoins énergétiques essentiels et d'éviter le gaspillage. Alors, évidemment, cette notion a plus d'importance quand on parle, par exemple, de bureau ou d'une maison assez bien équipée, voire d'une villa, que si on parle d'électrification en milieu rural, au village. Néanmoins, dans les deux cas, ça peut avoir son importance. Hein. D'expérience, pour avoir réalisé des projets d'énergie solaire dans un milieu rural, on va pouvoir avoir des clients qui ont seulement quelques ampoules et une télé, mais qui vont souhaiter allumer la lumière toute la nuit dans leur chambre ou dans leur salon. C'est important pour eux de comprendre que ce type de comportement n'est pas forcément adéquat avec l'utilisation de l'énergie solaire. De même, si on va dans le cadre d'un client un peu plus, beaucoup plus équipé, voilà, si on a par exemple une villa avec une maison avec des clims, etc., laisser la clim allumée toute la journée alors qu'il n'y a personne dans la salle, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter parce que lorsqu'on est connecté à un système solaire, évidemment, il faut maîtriser sa consommation d'énergie puisqu'il ne suffit pas simplement de se connecter au réseau et de payer la facture d'électricité à la fin.
Donc, pensez à, voilà, à communiquer avec le client et lui expliquer que quand on utilise l'énergie solaire et qu'on veut avoir une installation dans un budget raisonnable, il faut savoir aussi un petit peu mesurer sa consommation et éviter les formes de gaspillage et autres. Alors, l'efficacité énergétique, là, c'est un petit peu différent. C'est le fait de réduire la quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction d'un besoin. Donc, on a cité, par exemple, tout à l'heure, les ampoules. On a vu qu'une ampoule d'ancienne génération incandescente consommait jusqu'à 6 fois plus qu'une ampoule LED. Donc, avant tout projet d'énergie solaire, il va falloir d'abord essayer de diminuer aussi la consommation en utilisant des appareils basse consommation et efficace. L'intérêt d'appliquer ces mesures de sobriété et d'efficacité, c'est d'avoir une consommation d'énergie qui sera évidemment moins élevée et par conséquent, les dimensions de l'installation solaire seront moins grandes, hein, que ce soit la dimension du champ solaire ou du parc de batterie, voire du convertisseur. Ce qui entraîne un budget plus abordable pour le client. Le fait de moins consommer d'énergie permet de diminuer la taille du système et donc finalement, on constate très souvent que les mesures d'efficacité énergétique, leur coût est largement, leur coût sera très bénéfique puisqu'il permettra d'avoir une installation solaire moins chère. Donc finalement, on rembourse un petit peu le coût des mesures d'efficacité énergétique en diminuant le coût de l'installation solaire. Et puis finalement, le fait de moins consommer et surtout de consommer mieux va permettre un meilleur fonctionnement de l'installation. Par exemple, on va éviter de décharger les batteries trop profondément, etc. Donc, plus particulièrement sur les mesures d'efficacité énergétique, ce à quoi on peut penser assez facilement, ce sont tout d'abord les éclairages, utiliser des éclairages LED. Quand vous utilisez des éclairages LED, faites attention, un point à faire attention, c'est notamment la plage de tension acceptée par les ampoules. Certaines ampoules ont une plage de tension assez acceptée qui est relativement faible. Et sur les réseaux qu'on peut parfois trouver en Afrique, où on a des fortes variations de tension et des chutes de tension, on remarquera que les ampoules LED qui n'ont pas une plage de tension d'entrée assez élevée, vont avoir tendance soit à clignoter, soit à s'éteindre, voire à devenir défectueuses. Elles vont claquer. Donc, essayez de choisir de l'éclairage LED avec une plage de tension d'entrée, une tension assez grande, quoi. Les appareils électroménagers, donc essayez de choisir des appareils électroménagers de basse consommation, que ce soit sur les télés, sur tous les appareils qu'on va pouvoir trouver. Si c'est une maison un peu plus caution, on va pouvoir avoir d'autres choses comme des lave-linges, etc. Donc, essayez de trouver des appareils qu'on va dire qui vont être soit A, soit A++, voire encore une meilleure efficacité sur les frigos, etc. Ça va vraiment aider à avoir une consommation moins élevée. Et puis, plus particulièrement sur les climatisations et sur les réfrigérateurs, essayez de privilégier les technologies qu'on appelle avec inverteurs. Vous voyez en bas le petit schéma ou le petit diagramme qui est présenté, où là, en fait, on a la consommation électrique de deux types de climatiseurs, un climatiseur classique et un climatiseur avec inverteur. La différence, c'est que le climatiseur classique va s'allumer et s'éteindre en fonction du thermostat. C'est-à-dire que dès que la température va augmenter un petit peu, alors le compresseur va démarrer d'un coup, ce qui va entraîner un fort appel de courant au démarrage. Et puis, dès que la température se stabilise et diminue, alors il s'éteint. Sur une climatisation avec une technologie inverteur, là c'est différent. Le compresseur fonctionne et tourne, disons, de manière continue. Néanmoins, c'est sa vitesse de rotation qui va être modifiée. Et de cette manière, on évite déjà les forts appels de puissance au démarrage et ce phénomène de marche-arrêt sans arrêt. Donc c'est beaucoup plus adapté
aux installations solaires, puisque les pics de puissance sont moins élevés et la consommation d'énergie totale aussi. Donc voilà, sur un autre point à faire attention aussi, c'est la puissance de démarrage des moteurs et leur pic de démarrage. Donc on constate assez facilement que les moteurs triphasés vont avoir un courant de démarrage qui est jusqu'à 3 fois supérieur à leur courant nominal. Et c'est encore pire avec les moteurs monophasés, on va avoir un courant de démarrage jusqu'à 6 fois le courant nominal. Donc ça, il faut faire vraiment attention à ces pics de démarrage. On verra tout à l'heure pourquoi, notamment dans le dimensionnement du convertisseur. Déjà, il faut en être conscient. Si vous avez, par exemple, je prends l'exemple d'un réfrigérateur, d'un petit réfrigérateur de 100 watts, de 100 litres, et qui font généralement à peu près 100 watts en puissance nominale, si vous mettez un wattmètre sur cet équipement, vous verrez que facilement au démarrage, la puissance va dépasser les 400 watts. Donc faites attention à ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est important. Sur les gros projets, et notamment qu'on a des charges qui ont aussi un fort appel de courant au démarrage, ça peut être par exemple des pompes. On a vu d'autres cas où par exemple c'était dans une boulangerie où on avait un pétrin qui sert à mélanger la pâte, qui avait un très fort appel de puissance. Dans les usines, ça peut être évidemment les machines. Donc pour tout ce type de charges qui vont avoir des courants de démarrage élevés, vous pouvez facilement utiliser des variateurs de fréquence qui vont permettre justement d'atténuer largement la demande de courant au démarrage de la machine et du moteur. Donc sur les gros projets, c'est quelque chose qu'on recommande. On a plusieurs cas, par exemple, ça peut être dans un milieu agricole sur des grosses pompes triphasées. Ça peut être, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qu'on a vue la semaine dernière sur la ferme au Mali. Dans cette ferme, il y a aussi une usine de production d'aliments pour justement les poissons et la volaille. Et tous les équipements ou toutes les machines de cette usine sont équipées d'un variateur de fréquence, ce qui a permis de rendre l'installation solaire beaucoup plus facile à dimensionner sur ce projet. Un autre point important, c'est de faire attention aux charges réactives et aux facteurs de puissance sur votre installation. Dans les gros projets, il faut essayer évidemment d'avoir un facteur de puissance le plus élevé possible pour éviter les pertes. Alors justement, une fois qu'on a utilisé toutes ces mesures d'efficacité énergétique et de sobriété, et qu'on les a mises en place, on va vouloir faire un bilan de puissance et essayer de comprendre quelle est la consommation énergétique d'un client. Et ça, ce bilan de puissance sera la base de notre dimensionnement. Donc, quelles sont les informations qu'on a besoin de connaître? Tout d'abord, alors surtout pour les projets un peu plus simples, qui soient résidentiels ou tertiaires, ce qu'on va avoir besoin, c'est de la consommation d'énergie journalière totale, donc qui s'exprime en watt-heure, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est la somme des consommations de tous les appareils qu'on va avoir sur le site. Et donc, on va avoir besoin de connaître ce total, justement, pour dimensionner notre système d'énergie solaire. On va avoir aussi besoin de comprendre le pic de puissance de toutes les charges, c'est-à-dire que si on a notamment des charges qui vont demander beaucoup de puissance au démarrage, par exemple des clims, etc., des pompes, on va avoir besoin de comprendre quel est ce pic de puissance pour pouvoir adapter notre installation. On a aussi besoin, et ça peut être utile, de comprendre des variations de consommation. Par exemple, dans certains cas, on va avoir des maisons qui sont habitées que la semaine et pas le week-end, ou inversement. Ça peut être le cas notamment des bureaux. On va avoir vraiment que 5 jours sur 7 de consommation. On peut aussi avoir des variations mensuelles. Ça peut être le cas des écoles, par exemple, qui peuvent être fermées pendant les mois d'irradiation les plus faibles, etc. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir regarder. Et puis, sur les grands projets, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir vraiment un profil de charge heure par heure et de comprendre la puissance consommée à chaque instant de la journée. Et ça va nous permettre d'être plus détaillés ensuite dans le dimensionnement de notre système. Donc, le fait d'avoir accès à toutes ces dimensions et toutes ces données nous permet de dimensionner notre installation solaire
et notamment de définir la taille du champ solaire et du régulateur de charge, la capacité du banc de batterie, la puissance du convertisseur, ainsi que la puissance du groupe électrogène dans le cas où on aurait une installation hybride avec le groupe. Donc c'est vraiment des données importantes puisque ça va être la base de votre dimensionnement solaire. Comment on obtient ces données? Il y a plusieurs moyens qui peuvent être, disons, croisés et utilisés simultanément pour avoir le maximum d'informations possibles. Le premier, et ça c'est uniquement évidemment si vous êtes sur un site qui est connecté au réseau électrique national, ça va être de pouvoir utiliser la facture d'électricité du client. Évidemment, ça ne marche pas dans les cas hors réseau, mais ça peut être intéressant parce que généralement, ces factures d'électricité donnent un bilan de la consommation annuelle ou mensuelle. Et donc, en divisant, par exemple, la consommation mensuelle par le nombre de jours, on obtient la consommation journalière totale. Il faut néanmoins faire attention, les factures ne sont pas toujours très précises. On a même vu, par exemple, sur un site avec une station-service où on avait installé un système solaire de quasiment, souvenir 60 kW. On a remarqué bizarrement que la facture d'électricité avait été plus importante après l'installation du système photovoltaïque qu'avant. Et donc, clairement, ça nous permettait de constater un problème sur l'évaluation de la consommation d'électricité du client qui a pu justement aller voir son fournisseur d'électricité et poser la question de ce problème de valeur. Donc faites attention, ça peut être intéressant, c'est pas toujours fiable et évidemment pas toujours disponible quand on n'est pas connecté au réseau. Évidemment, la manière la plus utilisée et probablement une des plus fiables, c'est d'aller sur site et de faire un audit énergétique, que ce soit chez le particulier ou dans un bureau ou dans une usine, etc. Donc, l'idée d'un audit énergétique, c'est de repérer toutes les charges qu'il va y avoir sur site, donc tous les appareils connectés, et donc essayer de définir le nombre d'heures de fonctionnement par jour et la puissance de ces charges. Alors, sur les applications, notamment quand on est chez des particuliers, ça peut être intéressant d'utiliser un wattmètre. C'est le petit boîtier blanc avec la prise que vous voyez sur votre écran. C'est un appareil qui coûte une trentaine d'euros et qui, pour vous, en tant qu'installateur dans le domaine du solaire, peut être intéressant d'avoir, puisqu'il suffit de le connecter sur la prise et de reconnecter par-dessus l'appareil que vous souhaitez mesurer. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès facilement à la puissance instantanée de cet appareil. Et donc, il permet notamment de voir la puissance continue et aussi la puissance de démarrage, parce que, par exemple, si on prend encore l'exemple d'un frigo, on va pouvoir voir que, par exemple, au moment où le compresseur démarre, on va avoir un pic de puissance. Donc, c'est un appareil qu'on recommande. On le trouve sur Internet, comme je le disais, à une trentaine d'euros. Une autre source de données, ça peut être sur les sites où on a déjà un groupe électrogène, par exemple un site qui fonctionnerait uniquement sur le groupe. Et ce groupe, s'il est d'une certaine puissance, il est possible qu'il soit muni d'un data logger et qu'on puisse utiliser les mesures de consommation enregistrées par ce data logger et donc les utiliser pour mieux comprendre la consommation journalière et les profils de consommation et donc ensuite dimensionner notre système solaire hybride. Donc ça peut être aussi intéressant. Une dernière solution possible, disons que c'est la plus performante et la plus précise, c'est d'utiliser un analyseur de puissance. Donc un analyseur de puissance, c'est la machine l'appareil que vous voyez à votre droite sur l'écran. Donc on va le fixer au niveau du compteur avec des prises ampères-métriques et cet analyseur de puissance va enregistrer les courants, les tensions et les consommations d'électricité au niveau du compteur, au niveau du tableau. Vous pouvez le laisser plusieurs jours
et ensuite vous le connectez à votre ordinateur et vous allez pouvoir avoir toutes les courbes de consommation, de courant, de tension. Ce qui est intéressant aussi sur les gros projets, c'est que les analyseurs de puissance permettent d'enregistrer la puissance réactive et donc d'avoir aussi voilà, une information sur le facteur de puissance du site. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant dans le dimensionnement des gros systèmes. On recommande forcément d'utiliser cet appareil sur les grands projets, hein, sur des projets où on serait sur une installation solaire, par exemple, de 50, 60 kW et plus. Ça permet d'avoir vraiment un dimensionnement qui est beaucoup plus fin. Notamment, ça permet de comprendre si la consommation est plutôt journalière ou nocturne, et donc d'adapter le design de notre système en fonction. C'est mieux de le laisser 2 semaines parce que comme ça, on peut voir éventuellement une variation d'une semaine à l'autre. Et puis, on va pouvoir voir sur certains sites, ça peut être intéressant de pouvoir comprendre s'il y a une variation aussi au niveau du week-end ou de certains jours particuliers de la semaine. Alors, faites attention quand même, en parlant avec pas mal d'installateurs, une de leurs craintes quand même, c'est le vol de ce type d'appareil, hein. C'est un appareil qui coûte un peu plus de 1 000 €. Et donc, si on le laisse sur site, voilà, au niveau du tableau de distribution, c'est arrivé, j'ai entendu des installateurs qui m'ont dit qu'ils se l'étaient fait voler. Donc voilà, faites attention à ça. Vous pouvez le sécuriser dans une boîte, éventuellement avec un cadenas ou quelque chose. Mais voilà, faites attention. Alors, ensuite, voilà, là, je vais me focaliser un petit peu plus sur l'audit énergétique. Donc, en tant qu'installateur, vous allez vous rendre sur site, hein, ça peut être, comme je disais, chez un particulier, dans des bureaux, sur un site industriel, et donc faire votre audit, de manière à pouvoir obtenir un bilan de puissance et ensuite pouvoir faire votre dimensionnement. Donc, sur le bilan des charges, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? D'une part, c'est les quantités des appareils connectés, hein, par exemple, s'il y a des ampoules, combien d'ampoules, s'il y a des télés, combien de télés, etc. Leur localisation, donc dans quelles salles elles sont utilisées, ça peut nous aider à comprendre ensuite combien de temps elles vont fonctionner. Évidemment, c'est important de discuter avec le client et de savoir quelle est l'utilisation et la fréquence de ces appareils, hein, combien d'heures ils tournent en moyenne par jour. Est-ce qu'ils vont fonctionner, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que dans un salon, tout fonctionne en même temps, par exemple la télé, la clim et les éclairages, ça va nous intéresser après dans le bilan de puissance. Et évidemment, on a besoin de comprendre la puissance de pointe des appareils et leur puissance continue. Donc, ça peut être voilà, ça peut être une pompe qui, par exemple, va consommer, je sais pas moi, 2-3 000 watts au démarrage, et évidemment beaucoup moins lorsqu'une fois qu'elle fonctionne. Donc ça, c'est important de comprendre. Il faut aussi savoir si on a des charges monophasées ou si on a éventuellement la présence de charges triphasées, ce qui va évidemment avoir un impact sur le design de notre système solaire photovoltaïque. Les autres aspects à observer quand vous allez sur site, tout d'abord, c'est l'installation électrique présente. Donc, il faut essayer de bien observer le tableau de distribution, voir si les départs sont bien séparés en fonction des charges, en fonction des étages, par exemple. Donc, généralement, c'est pas forcément le cas et c'est difficile de bien se reconnaître et savoir quel circuit va où. Des fois, c'est tellement même compliqué qu'on est obligé de refaire des circuits pour pouvoir bien séparer les charges au niveau du tableau. Ça, c'est très, très fréquent. Donc voilà, bien vérifier ça. Vérifier aussi à la mise à la terre. Ça peut arriver qu'elle soit mal faite, voire pas présente. Donc, ça veut dire que dans votre devis ensuite, s'il n'y a pas de mise à la terre, il faut le prévoir. On peut aussi regarder la puissance du compteur, hein, l'abonnement du client, donc si on a un compteur de 16 ou 32 ampères, etc. Évidemment, il faut essayer de repérer un espace disponible pour l'installation. On verra plus tard quand on fera la formation sur les batteries, etc. Et un petit peu plus aujourd'hui aussi quand on parlera du convertisseur. Mais c'est important de trouver un local assez frais et ventilé.
Donc, évidemment, on évite toute installation solaire à l'extérieur. Hein. C'est vraiment peu recommandé, à moins qu'elle soit protégée dans un garage ou dans, voilà, qu'elle soit vraiment à l'abri. Mais normalement, toute installation solaire avec stockage de type Victron doit être faite à l'intérieur. On va regarder aussi la toiture, donc la surface disponible pour installer les panneaux, l'orientation, ce qui va nous aider à comprendre l'irradiation et la ressource solaire qu'on va avoir. On va faire attention au risque d'ombrage, hein, c'est quelque chose qu'on évoquera à nouveau, mais il suffit qu'il y ait un panneau ou une partie du panneau qui soit ombré pour vraiment diminuer la production de votre champ solaire. Et évidemment, on aura aussi un regard sur la charpente, voir si elle est suffisamment solide pour pouvoir supporter les panneaux ou si on va avoir besoin de la renforcer. Un dernier aspect qui va être important de regarder si c'est le cas, s'il y a un groupe électrogène sur site, on va regarder ses caractéristiques. On va aussi regarder si on peut le démarrer automatiquement. Et ce que je suggère de regarder aussi, c'est son état, vérifier si les vidanges sont faites, etc. Des fois, il y a quand même besoin de retravailler un peu ça. Surtout s'il y a un groupe électrogène, ne dites pas au client qu'il peut s'en débarrasser. Si ce groupe est là, autant le garder et faire après une installation hybride solaire groupe réseau, par exemple, ou solaire groupe. Ça va apporter beaucoup d'avantages dans votre dimensionnement. Donc, gardez les groupes s'ils sont en à peu près bon état et surtout s'ils ont un contacteur pour pouvoir les démarrer à distance. Voilà. Alors, une fois qu'on a justement évalué toutes les charges et leur quantité, etc., ce qu'on peut faire, c'est un bilan de puissance. Donc, c'est un fichier Excel qui permet de faire un bilan de puissance. Hein. C'est quelque chose d'assez simple, probablement beaucoup d'entre vous utilisent déjà, mais je veux juste prendre l'opportunité d'en faire un devant vous et montrer un petit peu comment nous on les fait. C'est pour les projets, évidemment, on fait pas des bilans de puissance sur des projets industriels ou des projets de grande ampleur. Là, on va utiliser un analyseur de puissance, mais sur des installations résidentielles, voire commerciales et tertiaires de petite et moyenne puissance, on va pouvoir utiliser ce type d'outils. Donc, comme vous le voyez, j'ai pris un peu d'avance pour pas y passer trop de temps. J'ai pris un cas fictif où j'ai d'abord détaillé les charges, les différentes charges qu'on peut avoir, que ce soit l'éclairage, c'est le cas d'un bureau là parce qu'on a une imprimante, un printer c'est une imprimante, un scanner, un ordinateur de bureau, une borne Wi-Fi, un routeur. Donc, il faut définir évidemment la quantité de ces appareils. Donc, par exemple, on va pouvoir avoir, je sais pas moi, une dizaine de tubes LED, de tubes LED assez grands, des grands modèles. On va pouvoir avoir peut-être 8 tubes LED de plus petite taille. Et ce qu'il faut faire attention, par exemple, c'est en fonction de l'utilisation. Par exemple, là, j'ai pris 2 cas d'éclairage qui est à utiliser à l'intérieur du bureau. Et des fois, on va avoir de l'éclairage qui est mis à l'extérieur. Et du coup, là, c'est important de les séparer parce que les durées d'utilisation peuvent être assez différentes. Donc là, si on met 4 tubes LED à l'extérieur, 2 imprimantes, un scanner, et par exemple 4 ordinateurs, une borne Wi-Fi et un routeur. Donc, j'ai déjà un petit peu détaillé les puissances. Si on était dans un cas concret, c'est justement des puissances qu'on aurait évaluées soit en regardant la caractéristique de la charge de l'appareil. Des fois, on trouve ces données soit en ampères, soit en watts à l'arrière ou sur une étiquette de l'appareil. On va pouvoir voir ces données de consommation. Des fois, on les voit dans leur fiche technique. Des fois, on est un petit peu obligé de faire des hypothèses et d'utiliser l'expérience qu'on a sur des charges similaires.
Donc là, j'ai bien détaillé la puissance nominale, hein, ou ce qu'on pourrait appeler la puissance continue. Et puis, j'ai aussi essayé de déterminer la puissance de pointe. Par exemple, pour certains appareils, comme ici, ça va être le cas de l'imprimante et du scanner, on va avoir des puissances de pointe au démarrage de l'imprimante, par exemple, qui va être beaucoup plus élevée que la puissance continue. Donc ça, c'est un cas que j'avais vu probablement dans un bureau, où on a une imprimante qui va consommer 168 watts au démarrage, alors qu'une fois qu'elle est lancée, elle en consomme que 23. Et voilà pour le reste. Donc, bien faire la différence entre puissance continue et puissance de pointe. Et puis ensuite, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est justement la puissance pointe totale. Donc ça va être utile, notamment pour le dimensionnement du convertisseur. Et donc, comment on obtient ça? Donc, les unités sont à nouveau des watts. Que je note ici, et donc on va obtenir la puissance de pointe totale en multipliant, donc c'est égal à la quantité d'appareils par la puissance de pointe de chaque appareil. Et donc de cette manière, on va avoir la puissance de pointe totale par type d'appareil, et donc on va pouvoir faire ça pour l'ensemble des appareils. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, c'est quelque chose que j'utilise et peut-être que vous pouvez utiliser aussi. Ça permet de rendre vos Excel plus clairs, c'est d'avoir des codes couleurs différents en fonction des cases ou des cellules qui sont des entrées et des cellules qui sont des résultats. Donc là, je laisse les cellules en blanc vu que ce sont des résultats. Et donc, en faisant ça, on va pouvoir faire la somme de ces valeurs. Et donc, on a la puissance totale de pointe. Il faut néanmoins un petit peu réviser cette valeur puisque il y a quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est la simultanéité. Est-ce que il est envisageable que toutes ces charges démarrent et fonctionnent en même temps? Probablement que c'est assez peu probable que dans un bureau, par exemple, toutes les lampes sont allumées, qu'en même temps le scanner et l'imprimante démarrent en même temps, etc. Donc, il faut faire attention à ça, pas forcément prendre la valeur totale de pointe, mais essayer de la retravailler avec ce qu'on appelle un coefficient de simultanéité, que je note ici. Et donc, par exemple, on va pouvoir dire que seulement, c'est probable, et que la probabilité, c'est que seulement 60% des charges démarrent et fonctionnent simultanément. Et du coup, on va plutôt utiliser une puissance totale de pointe qui est égale à la puissance totale de pointe comptée dans notre tableau fois le coefficient de simultanéité. Pardon, c'est pas la bonne. Donc, voilà. Et donc, ça nous permet un peu de dimensionner la puissance totale de pointe et d'être un petit peu plus réaliste par rapport à ce qui se passe vraiment sur le site. Derrière, ça va nous permettre aussi un petit peu de diminuer la taille de notre convertisseur et d'éviter d'avoir un convertisseur trop surdimensionné. Après, c'est notre choix. On peut aussi décider de ne pas prendre de coefficient de simultanéité en se disant que potentiellement le client, de toute façon, va continuer d'augmenter ses charges, par exemple, ou va consommer plus que ce qu'on avait éventuellement envisagé. Et donc, à ce moment-là, on peut décider de rester sur quelque chose de surdimensionné, ce qui nous permet de prendre moins de risques à l'avenir. Tout ça, c'est vraiment, il n'y a pas de formule, disons, qui est nécessairement exacte. C'est à vous, et en fonction de la discussion que vous avez avec votre client, de définir le bon coefficient de simultanéité et de voir quelle est la probabilité que toutes les charges soient allumées ensemble et de prendre une décision en fonction de votre expérience et votre discussion avec le client. Donc là, je peux mettre 80% par exemple. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est le fonctionnement des charges, la durée de fonctionnement. Et donc ça, évidemment, c'est en fonction de votre audit que vous arriverez à définir cette valeur. Et donc ça, c'est en heures. Et donc, par exemple, les lumières à l'intérieur du bureau, on peut dire qu'elles fonctionnent 8 heures. Celles qui sont dehors, évidemment, elles vont tourner plus longtemps parce qu'elles vont éventuellement tourner de 18 heures le soir à 6 heures du matin, donc ça fait une dizaine d'heures. L'imprimante, elle peut tourner peut-être 2 heures par jour, le scanner 30 minutes, pas plus.
Les ordinateurs de bureau, ils vont tourner 7 heures pendant le fonctionnement du bureau, et la borne Wi-Fi et le routeur, généralement, fonctionnent en continu, on les éteint pas. Et donc, à partir de cette durée de fonctionnement, on va pouvoir obtenir la consommation journalière totale. Donc, pour ça, c'est assez simple. Il suffit donc cette consommation journalière va être donnée en wattheures, hein, et donc pour obtenir le résultat total, il suffit de multiplier la puissance nominale, la quantité d'appareils fois leur puissance nominale fois la durée de fonctionnement. Et donc on va pouvoir faire ça pour tous les appareils. Et donc au final, si on somme ces valeurs, on a la consommation d'énergie totale dans la journée. Donc voilà, je mets mes résultats importants en jaune, ça me permet de mieux les repérer. Et donc cette valeur est donnée en wattheures. Et donc la puissance totale de pointe révisée qu'on a ici va servir notamment à dimensionner le convertisseur, alors que la consommation journalière totale, elle, va permettre de dimensionner le champ solaire et le parc de batterie. On verra ça plus tard. Donc voilà, de manière très simple, comment faire un bilan de puissance en fonction de votre audit énergétique. Il y a plusieurs façons de le faire. Je dis pas que c'est nécessairement la meilleure, mais en tout cas, c'est assez simple et vous pouvez l'utiliser pour toutes les installations, disons, de moyenne et petite puissance. Voilà. Donc voilà, en quelques pages, comment faire votre bilan de puissance. Et ensuite, à partir de ça, comment on va choisir notre convertisseur. Donc c'est la deuxième partie de cette présentation. Je vois que je suis peut-être un peu en retard sur mon temps. Ça devrait durer encore la formation devrait durer encore un quart d'heure. Puis ensuite, si besoin, on prendra les questions. Donc le choix du convertisseur. Qu'est-ce qu'on va regarder? Tout d'abord, c'est les différentes technologies existantes et proposées sur le marché. Donc, il y a généralement une vraie différence qu'on va trouver entre les types de convertisseurs. Ce sont ceux qui sont de type pur sinus et ceux qui sont de type sinus modifié. Donc, comme vous le voyez sur la petite illustration, les deux illustrations qui se présentent sur la page, dans les deux cas, on va avoir une tension de 230 volts. Néanmoins, la qualité du signal va être largement différente. Dans un cas pur sinus, on a vraiment un signal qui suit un sinus clair, alors que dans le cas d'un sinus modifié, le signal est beaucoup moins propre, et donc on a des formes un peu plus, disons, carrées. Et donc c'est quelque chose. Donc le pur sinus, c'est donc un signal qui est équivalent à celui que vous pouvez trouver sur le réseau électrique national. Même généralement, si vous avez un bon convertisseur, la qualité du signal sera probablement même meilleure que celle du réseau. C'est un type de convertisseur qui va correspondre qui va convenir à toutes les charges. Et généralement, c'est très fréquent que si vous choisissez un convertisseur de type pur sinus, il soit de meilleure qualité. En effet, les convertisseurs de type sinus modifié sont généralement plutôt de bas de gamme, hein, de moins bonne qualité. Et du coup, ils sont moins chers, mais il faut faire attention parce qu'ils vont entraîner un vieillissement prématuré des appareils auxquels ils sont connectés. Par exemple, la télé va plus rapidement vieillir et être endommagée et ne plus fonctionner. Et puis, ces convertisseurs de type sinus modifié sont moins adaptés aux charges inductives, conviennent pas vraiment aux charges inductives. Donc, généralement, si vous voulez faire des installations de qualité, priorisez toujours les purs sinus. Et il faut savoir que tous les convertisseurs et convertisseurs chargeurs Victron sont de type pur sinus. Une autre différence technologique qui est un peu moins connue, c'est la différence entre les convertisseurs de type basse fréquence et les convertisseurs de type haute fréquence. Donc, les convertisseurs de type basse fréquence disposent d'une bobine, hein, d'un transformateur toroïdal qui va en fait convertir une
un courant assez de faible tension jusqu'au courant assez de 230 volts. L'intérêt de cette bobine, c'est qu'elle elle va permettre de bien prendre les surcharges. Donc, c'est des convertisseurs qui ont une très grande résistance aux surcharges et qui ne vont, par exemple, les convertisseurs chargeurs Victron, vous pouvez les surcharger autant que vous voudrez, ils vont simplement s'arrêter, ils ne vont pas casser. Même chose en cas de court-circuit. Donc, c'est une technologie qui est largement reconnue, qui est souvent reconnue pour être plus fiable et offrir voilà, une meilleure durée de vie. Les convertisseurs haute fréquence, alors c'est vrai qu'on en trouve beaucoup sur le marché. Tous les convertisseurs qui sont souvent appelés hybrides et qu'on trouve beaucoup sur le marché africain sont des convertisseurs haute fréquence. Donc c'est des systèmes plus légers parce qu'on n'a pas le gros transfo à l'intérieur. Néanmoins, leur pic de puissance est beaucoup plus limité et ils vont beaucoup moins bien réagir en fonction des surcharges. Leur durée de vie, et même ça, c'est pas nécessairement lié à la technologie, mais plutôt à la qualité de ce type de convertisseur qu'on trouve sur les marchés. La durée de vie de ces convertisseurs est généralement plus faible, en tout cas sur ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché en Afrique. C'est des convertisseurs qui vont avoir une durée de vie de 1, 2, 3, 4 ans maximum. D'ailleurs, la plupart du temps, et dans tous les cas, ils sont souvent garantis que 1 ou 2 ans. Donc voilà, c'est lié à la technologie qui est moins robuste et donc qui est un petit peu moins adaptée aux besoins qu'on a sur notre marché où on a souvent des pics de puissance élevés. Voilà pour les différentes technologies entre pur sinus et sinus modifié et basse et haute fréquence. Si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement d'un convertisseur ou d'un convertisseur chargeur Victron, je vous invite à regarder cette vidéo. Je laisse le lien. Ça explique vraiment comment ça se passe à l'intérieur et son fonctionnement. Je rentre pas dans les détails ici parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais regardez, c'est une vidéo très intéressante avec des sous-titres en français. Donc, comment choisir la puissance de notre convertisseur? Donc, on a vu tout à l'heure qu'on a fait un bilan de puissance où on a essayé de déterminer la puissance nominale de pointe. Et donc, cette puissance nominale de pointe, ça va être cette puissance de pointe, pardon, ça va être la puissance qu'on va pouvoir demander par les appareils maximale et notamment liée au démarrage de certains appareils. Ça peut être les clims, les frigos, les pompes, etc. Quand ce type de charges vont augmenter, ils vont avoir un fort appel de puissance. Donc, on va avoir des pics, comme on le voit sur cette illustration. Mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est que sans nécessairement faire attention aux pics de démarrage, il y a certaines charges qui vont avoir une puissance importante et qui va durer. C'est-à-dire que par exemple ici, on voit dans le profil de charge, on voit le cas de figure ici. On a une charge qui dure, si on prend ça, c'est la journée, qui va durer peut-être une demi-heure. Et on pourrait estimer qu'ici, c'est 5 kW. Voilà, donc c'est des charges auxquelles on va devoir faire attention parce que c'est pas seulement des pics, mais des charges qui vont durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Un autre paramètre important, c'est la température. Ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance d'un convertisseur, quelle que soit la marque ou la technologie, la puissance d'un convertisseur va être inversement proportionnelle à la température. Plus la température est élevée, moins la puissance fournie par le convertisseur, plus la puissance fournie par le convertisseur est faible. Donc faites attention à ça. Si vous êtes dans un environnement où on a une température ambiante de 20 à 25 degrés, tout va bien. Mais si on a des températures ambiantes qui montent à 30 degrés et plus, la puissance de votre convertisseur va diminuer. Donc voilà, 3 points importants. La puissance de pointe au démarrage de certaines charges, le cumul des charges ou les charges de puissance maximale vont être aussi à regarder, et la température. Donc, ce que là je voudrais un petit peu expliquer, avant d'aller plus loin dans le choix du convertisseur, c'est les caractéristiques d'un convertisseur et d'un convertisseur chargeur Victron.
Donc, nos convertisseurs et convertisseurs chargeurs sont capables de fournir jusqu'à 2 fois leur puissance nominale. C'est-à-dire que, par exemple, un multiplus de 5 kVA en puissance de crête va pouvoir fournir jusqu'à 10 kW. Et donc, pendant combien de temps ces 10 kW vont pouvoir être fournis? Ça dépend un petit peu de ce qui se passe sur la sortie du multiplus. Si on a une chute de tension sur la sortie qui accompagne la surcharge, alors la puissance maximale, la puissance de crête du convertisseur va pouvoir tenir seulement 30 cycles. Quand je parle des cycles, je parle des sinus, donc ça fait un peu moins d'une seconde, je pense. Donc la durée de la puissance maximale va être assez courte. Et ça, généralement, c'est ce qu'on observe lorsqu'il y a un court-circuit sur les charges. Et donc, il va entraîner une chute de tension au niveau de la sortie AC du convertisseur. Si sur la sortie AC du convertisseur, il n'y a pas de chute de tension, on est à un niveau de tension normal, alors le convertisseur va pouvoir fournir sa puissance de crête pendant environ 2 minutes. Et donc, je le répète, la puissance de crête d'un convertisseur ou d'un convertisseur chargeur Victron est égale à 2 fois sa puissance nominale. Un autre point qu'il faut savoir, c'est que un multiplus ou un Phoenix Victron va pouvoir tenir une surcharge de 30% pendant environ 30 minutes. Donc, si on a un quattro, par exemple, de 10 kVA, il va pouvoir fournir environ 13 kW pendant 30 minutes. Ça peut être intéressant de savoir aussi. Surtout que chez Victron, on donne vraiment, disons, l'appellation commerciale de nos produits, c'est la puissance continue. Donc, si un quattro est dit de 10 kVA, c'est-à-dire qu'il peut fournir 10 kVA de manière continue. Beaucoup de fabricants vont en fait communiquer sur la puissance, par exemple, pendant 30 minutes. Donc, ils vont dire que le convertisseur fait 10 kVA, mais en fait, ces 10 kVA peuvent être tenus pendant seulement 30 minutes. Donc, faites attention aux fiches techniques. Et surtout, il faut bien voir que toutes ces valeurs qu'on donne là maintenant sont liées à des températures. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est accessible sur la fiche technique. Là, j'ai pris un extrait de la fiche technique d'un quattro. Donc, le quattro, c'est un convertisseur chargeur de Victron Énergie. On voit qu'on donne plusieurs éléments. On donne la puissance de sortie continue, donc c'est la puissance du convertisseur en VA. Donc, si on reprend l'exemple du 10 kVA, donc on a bien 10 000 VA à 25 degrés en puissance continue. Et ensuite, on donne les puissances de sortie en watts en fonction de la température. Donc, la puissance de sortie en watts et plus en VA, elle est de 8000 watts. Et par contre, si on augmente la température ambiante, on voit que la puissance du convertisseur diminue. Et donc ça, c'est vrai pour tout appareil électronique et pour tout convertisseur, quelle que soit la fréquence, quelle que soit la marque. Donc pour une puissance de sortie, pour une température à 65 degrés, on a une puissance de sortie qui est beaucoup plus basse et qui va être de 4500 watts. Donc faites attention à ça aussi dans votre dimensionnement, puisque il peut arriver que la température soit plus élevée que 25 degrés. Et enfin, on donne la puissance de crête, donc c'est bien ce que je vous disais, on a une puissance de crête qui est 2 fois supérieure à la puissance continue. Donc ici, on a 20 000 watts de puissance de crête. Donc voilà, faites attention aux fiches techniques des convertisseurs que vous utilisez. Sur les fiches techniques de Victron Énergie, tout ça est très bien détaillé. Et donc, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, si on met maintenant des valeurs sur les pics de puissance et sur les combinaisons de charge, on voit que si on a là, par exemple, on dit que les pics de puissance atteignent 10 kW et que la charge ou la puissance maximale, elle, atteint seulement 6 kW, ça nous permet de mieux comprendre quel convertisseur on va pouvoir utiliser. Si on veut être un petit peu, disons, avoir une marge de fonctionnement, un quattro, par exemple, de 8 kVA sera largement suffisant, puisque ce quattro en puissance de pointe va pouvoir fournir 16 kW, donc on est bien au-dessus, et en puissance continue, il va pouvoir fournir environ 6 kW, donc on est au-dessus, on est égal à la valeur de la puissance maximale ici. On pourrait aussi se dire que si la puissance maximale ne dure pas plus de 30 minutes, ici, un multiplus de 5 kVA pourrait suffire, puisque un multiplus de 5 kVA pendant 30 minutes peut fournir 6 kW.
Et puis, d'ailleurs, sa puissance de pointe est égale à 10 kW. Donc, on serait, disons, dans les marges de fonctionnement. Par contre, je pense que c'est un petit peu, disons, c'est un peu risqué, puisque si votre client dépasse les limites que vous aviez convenues, ou si éventuellement dans votre audit vous n'aviez pas été très précis, vous n'aviez pas vu toutes les charges, ou pas bien anticipé tous les pics de puissance, on se retrouverait sur quelque chose d'un peu sous-dimensionné. Et notamment, c'est très fréquent que la température dépasse les 25 degrés sur des installations en Afrique. Donc, partir sur un multiplus de 5 kVA serait un peu risqué. Donc, dans ce cas de figure, on partirait plutôt sur quelque chose de l'ordre de 8 kVA. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est quelque chose que je voulais expliquer. Qu'est-ce qui va se passer en cas de surcharge d'un convertisseur ou d'un convertisseur chargeur Victron? Il va y avoir plusieurs étapes. Donc, imaginons que le convertisseur entre en surcharge, parce que le courant demandé sur son entrée est trop important. Tout d'abord, on va avoir une préalarme. Et donc, si vous regardez votre convertisseur, vous voyez qu'il y a 8 indicateurs LED sur sa façade. Et donc, si on entre en surcharge, ce qu'on va voir au début, c'est une préalarme et le LED overload va commencer à clignoter. Si la surcharge continue et donc on dépasse la puissance de crête, à ce moment-là, le système va entrer en alarme et donc là, vous allez avoir le LED overload qui va ne plus clignoter mais être allumé fixe et donc le système va s'arrêter pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, il va redémarrer. Si la surcharge n'est plus là, alors le convertisseur fonctionne normalement et tout continue. Si la surcharge est encore présente, il va à nouveau entrer en alarme, puis en alarme, et à nouveau s'arrêter pendant 30 secondes. Et donc, il va réaliser 3 essais comme ceci. Si la surcharge est plutôt un court-circuit, à ce moment-là, le fait de démarrer et d'arrêter le convertisseur ne sert à rien, et donc le court-circuit, évidemment, reste. Donc, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, au bout de 3 essais, on n'essaye plus de démarrer à nouveau le convertisseur va s'arrêter de fonctionner et il va falloir que quelqu'un le redémarre manuellement sur site ou via le contrôle et monitoring à distance. Donc ça permet d'arrêter le convertisseur, notamment en cas de court-circuit sur une installation, donc sur les charges sur un site. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ça vous permet un petit peu à vous, si vous utilisez déjà les Victrons, de comprendre la réaction d'un convertisseur en cas de surcharge. Donc voilà. Donc je vois quelqu'un qui me pose une question là, sur le démarrage d'un congélateur de 210 watts et me dit que le convertisseur, il utilise un convertisseur Victron de 800 watts. Néanmoins, il n'arrivait pas à démarrer le congélateur. Je pense que le congélateur, c'est assez peu probable qu'au démarrage, il demande que 210 watts. Je pense qu'il demande beaucoup plus que ça. Et donc, ça explique pourquoi un convertisseur Victron de 800 VA ne va pas pouvoir le démarrer. Je serais pas du tout surpris que le congélateur demande 3, 4, 5 fois plus sa puissance nominale au démarrage. Donc, faites attention à ça. Essayez d'évaluer la puissance de démarrage de vos appareils et faites attention à ce qu'il y a décrit sur les plaquettes ou sur les autocollants qu'il y a sur les appareils. Généralement, la puissance de démarrage n'est pas forcément donnée et sur les appareils, disons, de mauvaise qualité, souvent les caractéristiques aussi données sont fausses. Donc, essayez de faire vos propres évaluations et de tester vraiment le courant demandé par les charges en continu et au démarrage. Donc voilà, ça c'était pour répondre à une question d'un des participants sur un convertisseur qui ne démarrait pas un congélateur. Donc, si vous voulez mieux comprendre comment fonctionne un convertisseur Victron en cas de surcharge, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est aussi très détaillé sur la réaction et sur le comportement d'un multiplus
en cas de surcharge. Je vous laisserai regarder ça plus tard, une fois qu'on aura partagé la présentation. Un autre point, et j'ai quasiment fini, qu'il va falloir évidemment regarder quand vous faites votre audit et qui va avoir un impact sur le choix du convertisseur, c'est le fait d'avoir des charges monophasées ou triphasées. Et donc, comme on l'avait expliqué lors de la première présentation, il est tout à fait possible de faire des installations triphasées avec les produits Victron Energy, c'est même simple et pratique. Il suffit de combiner des unités de même modèle et de même puissance, du coup, ensemble, pour faire soit des installations en parallèle monophasées de plus grande taille, soit des installations, comme on le voit sur cette illustration, en triphasées. Si on fait des installations en triphasées, on a donc une unité par phase. Chaque unité produit un courant alternatif de 230 volts. En revanche, je l'ai pas illustré ici, mais chacune des unités communique l'un à l'autre au travers d'un câble RJ45. Et donc, ce qui va se passer, c'est que il va automatiquement y avoir un déphasage de créer entre chaque unité. Et donc, si vous mesurez la tension à la sortie des 3 unités, vous allez bien avoir une tension de 380 volts. Donc, vous pouvez tout à fait faire des installations en triphasé avec les produits Victron. On verra lors d'une prochaine formation que c'est très facile à mettre en œuvre et à configurer. Et donc, voilà, c'est absolument pas une limite. On peut même mettre plusieurs unités par phase et donc avoir des systèmes de très grande taille jusqu'à 180 kVA. Donc voilà, mais évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte dans le choix des convertisseurs, sachant que chaque convertisseur doit être de même modèle. Donc, vous ne pouvez pas mettre un 5 kVA avec 2-3 kVA. Il faut forcément un multiplus de 5 kVA avec 2 autres multiplus de 5 kVA dans le cas présent. Voilà. Un dernier point que je vais évoquer aujourd'hui et qui est important parce qu'on voit beaucoup d'installations qui présentent des problèmes du fait de ce choix initial qui est celui de la tension en courant continu d'un système. Donc, le fait de choisir si on va être sur un système en 12 volts, donc je parle évidemment de la tension DC au niveau des batteries, hein, si on va être sur un système en 12 volts, en 24 ou en 48 volts. C'est un choix qui est important parce qu'il va conditionner beaucoup de choses. Hein. Il va conditionner le couplage des batteries en série parallèle. Il va conditionner la tension nominale du convertisseur. Hein. Donc, je vais voir si on va prendre un convertisseur de 12 volts, de 24 ou 48 volts. Et il va déterminer le courant de charge du régulateur. Malheureusement, on voit trop souvent des installations de grande puissance qui sont faites en 12 ou 24 volts. On voit très régulièrement, par exemple, des installations de 5 kVA en 24 volts, voire des installations de 3 kVA en 12 volts, etc. Il faut savoir que utiliser une tension DC trop faible avec sur une installation trop grande pose problème. Pourquoi? Parce que du coup, on a besoin d'utiliser des sections de câbles entre les batteries et le convertisseur et les batteries et le régulateur de charge beaucoup plus élevés. Si on fait pas ça, on va avoir des chutes de tension qui vont être vraiment élevées. On va avoir besoin d'un régulateur plus puissant et ça, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et un autre point, c'est que le convertisseur sera moins efficace. Alors, mes collègues me signalent qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas la notion de puissance de crête. La puissance de crête, c'est la puissance maximale demandée par un appareil ou la puissance maximale fournie par un convertisseur. Il faut entendre crête par pointe ou par maximale. C'était juste une précision que je souhaitais apporter. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à monter en tension du côté DC de votre installation, allez facilement vers du 48 volts. Et donc on a essayé de vous donner quand même une sorte de guide qui vous permet en fonction de la puissance du convertisseur de choisir la bonne tension en courant continu. Donc généralement on préconise que pour les systèmes de 0 à 1600 VA, donc là je parle de la puissance du convertisseur, on soit sur des tensions plutôt de 12, mais surtout de 24 volts.
Sur les tensions de 1600 à 3000 VA, là, on peut travailler entre 24 ou être à 24 ou 48 volts. Mais vraiment, ce qu'on préconise, c'est que pour toutes les installations de plus de 3 kVA, on soit sur 48 volts. Et donc, le fait de rapidement aller vers du 48 volts, comme ça, sur des tailles de système D3 kVA, va nous permettre de répondre au mieux à tous les problèmes qu'on a évoqués ici. Donc, ça va nous permettre d'avoir des chutes de tension plus faibles, de pouvoir utiliser un régulateur de moins grande taille, d'avoir aussi une charge plus homogène du banc de batterie, d'avoir un convertisseur plus efficace, etc., etc. Donc voilà. Et ce que je voulais souvent quand on donne ces explications en formation, on nous répond que le fait de mettre des batteries en parallèle, et donc de rester sur 12 ou 24 volts par exemple, donne plus de capacité et d'énergie stockée que le fait de les mettre en série. Et donc ça, c'est plus une vue de l'esprit, j'ai envie de dire, parce qu'au final, ça revient au même. Si on prend une batterie de 110 ampères 12 volts, si on la met en série, on reverra ça plus tard dans une autre formation, les tensions s'additionnent, mais les capacités restent la même. Donc, on a un banc de batterie qui fait 24 volts 110 ampères. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'en multipliant la tension d'un banc de batterie par sa capacité en ampères-heure, on obtient l'énergie stockée en watts-heure. Donc là, on a un banc de batterie qui fait 24 volts à 110 ampères-heure, on a bien 2640 watts-heure d'énergie stockable. Si on met ces deux batteries en parallèle maintenant, on a évidemment, comme on les met en parallèle, la tension reste la même, mais les capacités s'additionnent. Donc on a bien 220 ampères-heure en effet, mais on reste sur une tension de 12 volts. Donc la capacité du banc de batterie va être égale à 12 volts fois 220 ampères-heure. Je me suis trompé dans l'écriture ici. On aura 2640 watts-heure. Donc là, par ce simple calcul, on se rend bien compte que le fait de mettre des batteries en série ou en parallèle ne change pas du tout la quantité d'énergie stockée. Donc, si vous avez la possibilité, et si vous avez deux batteries, passez rapidement sur du 24 volts, ou plutôt du 12 volts. Et pareil, si on a 4 batteries, plutôt que de les mettre en parallèle, privilégiez des installations plutôt en 48 volts. Et de même, sur cette page, et c'est ma dernière page, j'explique pourquoi en fait le fait de passer en série permet de diminuer la capacité du régulateur. On peut le prouver d'une manière assez simple, en utilisant l'équation qui est la suivante. La puissance est égale au courant, à l'intensité fois la tension, c'est ce qu'on a vu en début de formation. Donc, si on a à se dire qu'on a le courant ou l'intensité qui est égal à la puissance divisée par la tension. Donc, si on prend ces exemples d'installation-là, dans le premier cas, on a 400 watts de panneau à 24 volts. C'est-à-dire que le courant de charge des batteries va être égal à 400 watts, donc la puissance divisée par la tension, divisée par 24 volts, on a 16 ampères. Donc, un régulateur de liaison de un petit peu plus de 16 ampères va largement suffire. Si on reste en 12 volts, on refait le même calcul, 400 watts divisé par 12, là on obtient un courant de charge qui est de 32 ampères. Donc on remarque bien que le fait d'avoir laissé les batteries en 12 volts nous oblige à utiliser un régulateur deux fois plus puissant. Donc voilà, ça c'était juste pour un petit peu prouver les raisons pour lesquelles on préfère passer rapidement sur du 24 ou du 48 volts. Donc voilà, c'était la dernière page de ma présentation. J'espère que ça a été intéressant pour vous. La prochaine session de formation sera sur les batteries et le stockage. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Un grand merci.